12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Le premier succès professionnel de notre invité, c'est d'avoir créé le site Mes Démarches Simplifiées. On parle de démarches administratives, bien sûr, et ça marche. Bon, pour moi, c'est un génie, je vous le dis, et franchement, je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne l'avait pas encore nommé ministre de la Simplification. Ça aurait arrangé tout le monde. Après cette première expérience, il crée, et ça n'a absolument rien à voir, un jeu pour permettre aux enfants d'apprendre l'anglais. Et ce jeu devient quand même numéro 1 des ventes sur Amazon. Oui, mais voilà, le goût des consommateurs, à plus forte raison, quand ils sont jeunes, ça évolue tellement vite qu'il est obligé aujourd'hui de pivoter. Manifestement adepte du grand écart, on ne doute pas qu'il va trouver la solution, mais on pense surtout qu'il est le mieux placé pour répondre à la question que tout le monde se pose. Faut-il se réinventer en permanence quand on entreprend ? Redouane Bouchane, bonjour. Bonjour. Bonjour Redouane. Bonjour Amel. Alors, en ce moment, le pivot, c'est ton sujet. C'est pas la première fois que tu pivotes. Explique-nous comment tu peux changer comme ça ta structure, ton business model et encore garder cette énergie de dire allez, je recommence. Être à l'écoute, c'est aussi simple que ça, je pense. C'est-à-dire que si tu veux, quand on commence un business, tu commences un business en voulant offrir quelque chose, et cette offre, elle répond à une demande. Et quand tu avances, la demande, elle peut évoluer heure par heure dans des business comme les marchés financiers, elle peut évoluer mois par mois, elle peut évoluer d'année en année ou de siècle en siècle pour des business un peu plus ancestraux, mais il y a toujours cette dimension de l'écoute client qui est capitale. Et si on reprend le business dans sa manière la plus traditionnelle, quand tu vas au marché et que tu as 3 personnes qui disent à un vendeur non mais en fait les poivrons je les préfère plus jaunes que verts, le lendemain quand il va à la réagir il va ramener des poivrons verts, et c'est un pivot de cette manière. Et après c'est un peu plus élaboré, comme on a des business aujourd'hui dans la tech etc qui vont de plus en plus vite, il faut être réactif, sinon on est mort dans le film. Et dans ton pivot justement, aujourd'hui tu te lances dans une nouvelle levée de fonds. Est-ce que tu as l'impression que la levée de fonds aujourd'hui, 2023, après la crise, après la guerre en Ukraine, etc., est plus compliquée que celle que tu as faite il y a quelques années? C'est toujours un combat de faire une levée de fonds déjà. La première, elle nous avait pris peut-être entre 6 et 9 mois, je crois. Après, si tu veux, quand on est entrepreneur, il faut qu'on se persuade qu'on va réussir pour réussir à le faire. C'est la base. Exactement. Et c'est vrai que, encore une heure, mon associé m'a sorti des stats qui ont été sortis par Kima Venture sur les IRR, les taux de rentabilité, les fonds d'investissement, etc. Mais tu vois qu'en 2018, 2019, 2020, 2021, c'est des 40%, 50%. 2023, c'est 1%, 2%, tu vois. Ah oui. Donc, tu vois que, oui, là, il y a encore une autre stat, je crois, je sais plus, c'est la French Tech ou quelqu'un qui a dit que on a levé moins de la moitié, les entrepreneurs ont levé moins de la moitié de l'argent qui a été levé l'année dernière. Ah oui. Donc, et encore en 2021, c'était encore plus fast. Donc voilà, maintenant, après, il faut se focus sur son produit, il faut se focus sur la valeur que tu délivres au client. Et si on lève des fonds et si on prétend à lever des fonds, parce que c'est pas lever des fonds pour lever des fonds, c'est convaincre tes investisseurs à venir rejoindre ton aventure, il faut que tu aies quelque chose sous le moteur. Et du coup, si tu as quelque chose sous le moteur, tu vas bien pouvoir trouver moyen quelque part. Après, on est en train de changer aussi de game, et c'est le thème de la journée. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus de proportions à être, entre guillemets, autosuffisant, à vouloir être autosuffisant dans son business, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des contrats, on va aller chercher de la pérennité économique. Et en fait, les investisseurs, ce qu'il faut leur dire, c'est que moi, je viens lever pour la croissance, je viens lever pour la crème de mon business. Sinon, il y a une structure, il y a quelque chose qui tient debout, et on essaye d'accélérer comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, c'est en fait, pivoter, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, alors que la plupart du temps, les gens considèrent ça comme un échec. Non. Et toi, tu dis non, c'est pas un échec, c'est à un moment donné, on est à l'écoute du client et ça fait partie du truc. Tu vois, si jamais je devais reprendre dans ce que vous avez dit dans la présentation, en fait, c'est pas un pivot dû à un échec commercial ou dû à un changement en fait dans la vision des enfants.
C'est plus d'ailleurs les adultes, parce qu'en fait, et c'est un contexte. C'est-à-dire que quand tu vends un produit physique, d'une part, tu as des prix, tu as un contexte inflationniste qui fait que le conteneur, il est passé de $1 700 à $13 000. Le carton gris, le fournisseur, il dit il a pris 30%. Donc ça se répercute sur les coûts. Le marketing, les influenceurs, ça avait explosé il fut un temps, là, ils sont un peu calmés. Donc quand tu vois tout ça d'un côté, et que de l'autre côté, parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé, on a des potentiels clients qui nous disent ce que vous avez fait pour les enfants, c'est top. Nous, on le veut pour les adultes. Et qu'en plus de ça, derrière, tu es dans un autre marché qui est plus celui du jouet qui est en crise, mais celui de la formation pro, où il y a des budgets, où il y a des impulsions étatiques. Tu te dis, il y a une opportunité à écouter ce client qui, à la fois, est intéressé par ton produit et est prêt à payer beaucoup plus sans d'autres prises de tête, quoi. Donc, en fait... Moi, j'aime bien corréler l'entrepreneuriat à toutes les étapes de la vie, parce que dans notre vie, on est entrepreneur. Le développement personnel, par exemple, c'est comment je vais m'accomplir en tant que personne. Le sport, c'est comment, voilà. Et dans le commerce, dans l'éducation, il y a plein de choses. Si aujourd'hui, tu adoptes une méthode avec ton fils ou ta fille et tu vois que d'un point de vue éducatif, ça ne marche pas, tu vas essayer de pivoter. Non, mais c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, je pense que la plupart des gens considèrent ça comme un échec. C'est-à-dire qu'ils mettent un truc en place, ça marche, tout d'un coup, ça marche moins. Ah là, c'est un peu le monde qui s'effondre. Toi, ce que tu dis, c'est non, il faut y aller, quoi. C'est voilà, on écoute le client. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il faut écouter le client et au fond, satisfaire le besoin du client. C'est la base de l'entreprise. C'est ça, encore plus sur le projet, par exemple, démarche simplifiée que tu as évoqué, dont je ne suis pas le créateur. Je tiens à rendre crédit quand même à un monsieur qui s'appelle Philippe Verigno, qui moi, je l'appelle le Steve Jobs de l'administration, parce qu'il est très inspirant. Ah, il y en a un. Exactement. Ça, c'est une grande nouvelle, dites-moi. LinkedIn, si vous m'écoutez, ajoutez Philippe Verigno, le Steve Jobs de l'administration. En fait... Si tu veux, l'accélération technologique, elle a apporté un truc qui fait qu'en fait, le monde va beaucoup plus vite. Et du coup, les impacts se répercutent aussi de manière beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que tu as plein de méthodologies dans le développement de produits numériques, dans le développement des startups, qu'on appelle le Scrum, les méthodes agiles ou autres, qui vont justement s'appuyer sur des process décisionnels, stratégiques, de réflexion, de design thinking, etc., qui vont être beaucoup plus restreints dans le temps, des circuits beaucoup plus courts où on va réfléchir à la semaine, alors qu'avant on faisait des plans à l'année pluriannuels, et où on va être beaucoup plus à l'écoute. Par exemple, cette application, comme la nôtre sur Mirabeau qu'on a développée, eh bien, tu te construis sur les retours utilisateurs, sur les feedbacks, et ça, c'est en permanence. Ce que tu dis, c'est que rien n'a changé, c'est juste qu'on a accéléré. C'est un peu ça. Et du coup, dans ton business, comme dans ton produit, comme dans ta vie, tu vas te baser sur 2 critères, les retours utilisateurs, et tu vas les peser par rapport à ton orientation. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans la startup, je dis, écoute, on est à l'écoute des retours utilisateurs. Toute réflexion, elle est pertinente tant qu'elle est dans le cadre général en fait, de mon orientation, la direction que je veux prendre, et à partir du moment où elle est partagée par tout le monde. Et quand tu parles de s'appuyer sur les retours utilisateurs, ça veut dire que tu ne dois pas développer de produit avant, au fond, de l'avoir vendu à tes utilisateurs ? Je dirais que ça va tellement vite que c'est un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire que on a, par exemple, sur Mirabeau, développé un casque de réalité virtuelle qui permet aux enfants d'apprendre l'anglais, etc. On a fait un proto avec une leçon. On est arrivé devant des investisseurs pour essayer de lever des fonds. Bon, ça n'a pas forcément pris. On est parti dans les salons du jouet. On a montré le proto aux fabricants de jouets pour s'assurer qu'en termes de concurrence, est-ce que ça allait, est-ce que ça allait pas, etc. Et après, on est tombé dans un salon du jouet où on a rencontré un responsable d'Amazon qui a flashé sur le produit. Il a dit, écoutez, moi, je suis chaud pour mettre une commande. Et du coup, on a produit quand on avait eu la commande. Et sur le pivot aussi, c'est seulement à partir du moment où tu as des preuves concrètes, même si tu n'as pas encore touché l'argent, que le client est prêt à franchir le pas. Et là, tu passes la vitesse. C'est un revirement total de stratégie, de mode de fonctionnement par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 10 ans ou 15 ans, au fond, tu fabriquais ton produit, tu le commercialisais et ensuite tu communiquais. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu communiques d'abord, tu essaies de commercialiser et si ça fonctionne, là, tu fabriques ton produit. C'est ça. Et il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que nous, même quand on avait sorti le produit, eh bien, quand on a commencé à prospecter, enfin, on ne l'avait pas sorti, c'était un peu avant, on va dire 6 mois avant ou autre, on a rencontré des écoles.
Et nous, on veut démocratiser. En fait, Mirabeau, pour faire un rappel, c'est la première application au monde qui fait de la réalité virtuelle dans l'apprentissage des langues pour enfants. Et on a 2 impacts. On a vraiment vocation à avoir un impact sur la VR, c'est-à-dire faire de la VR sur smartphone pour la rendre accessible. Notre kit, il est disponible dans le commerce à 39 €. Il y a 55 leçons d'anglais. Et du coup, on s'est aussi orienté vers les écoles. Et quand on s'est orienté vers les écoles, ils nous ont dit, attendez les cocos, votre truc, il est super, il n'y a pas de souci, mais vous le faites sur smartphone. À l'école, moins de 14 ans, le smartphone est interdit. Et quand tu veux faire de la pub, tu n'as pas le droit d'exposer un enfant avec un téléphone dans une communication commerciale. Donc le pivot, en fait, il s'est fait au niveau de l'application. On a créé un mode pour tablette. Donc on fait de la réalité augmentée sur tablette en plus de la VR sur téléphone. Et en plus de ça, on a adapté le packaging et il n'y a pas de téléphone. Il y a un casque VR designé dans la tablette qui ressemble dans le packaging. Et voilà, donc oui, c'est vraiment à tous les niveaux, à toute échelle de temps. C'est vraiment ouvrez vos oreilles et prenez en compte les feedbacks. Il est l'heure de répondre aux questions de celles et ceux qui nous regardent. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors Redouane, quelle est ta stratégie pour rester à jour dans un environnement technologique en constante évolution ? Ouvrir les oreilles, parler, discuter, échanger. Tu sais, des fois... tu as l'impression que tu as perdu ta journée parce que tu n'as pas été vraiment sur tes sujets de fond. Nous, on est à Station F, on a 1000 entrepreneurs autour de nous. Donc, tu es là, tu bois un café avec un tel, il y a un tel qui t'interpelle. Tu apportes de la valeur à quelqu'un, mais aussi cette personne t'apporte de la valeur. Et tu sais, quand tu vois les grandes entreprises qui dépensent des millions sur Bloomberg, sur la veille informationnelle, c'est la même chose, sauf que nous, on a LinkedIn, on a Insta, on a le hashtag, et voilà. Et un bureau à Station F, voilà. qui coûte probablement moins cher que l'abonnement à Bloomberg. Alors, quels sont les points que tu apprécies le plus lorsque tu lances un projet et ceux que tu aimes le moins ? Alors, c'est toujours l'excitation du lancement, le fait d'apporter de la valeur, de répondre à une demande, surtout quand tu es dans l'éducation, tu vois que ça a un impact sur les enfants, sur les générations futures. On est dans un contexte en plus aujourd'hui social en France où c'est très compliqué et tu te dis comment je peux apporter ma pierre. Des fois tu te dis c'est un peu compliqué, ça demande énormément de temps, mais voilà, moi un gars un jour il m'a dit votre business c'est de l'agriculture. C'est-à-dire qu'en gros, ça prend tellement de temps de développer des produits, d'attendre les résultats, etc. Et pour revenir à la question suivante, justement, qui est les points qu'on aime le moins, c'est notamment, par exemple, les cycles de vente, les délais de décision, surtout quand tu passes de B2C à B2B. Quand tu es sur des sujets problématiques, marché public, appel à projet, ça te prend un an. Ça te prend un an et demi avant de... Tu sais que le client, il veut, surtout que nous, dans les techs, on est dans un pays où le paradigme de l'éducation, c'est que c'est public. Donc, en fait, les écoles ne sont pas forcément prêtes à payer. Donc, tu vas chercher des clients. Tu n'as aucun problème à trouver des clients, mais il faut trouver les clients et l'argent pour eux. Et alors, comment tu fais ? Tu fais du réseau. Tu vois, par exemple, de quel professionnel vous entourez-vous pour lancer un projet ? Le mec qui va chercher le pognon. Non, on s'en charge nous-mêmes. Mais en gros, il y a une certaine connaissance du marché. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ça s'est fait sur le tas. On a intégré des investisseurs qui sont des corporates et qui travaillent sur ces thématiques. On les a observés. On a eu des rendez-vous clients. Ils sont venus avec nous parce que ça te renforce en tant que jeune entrepreneur d'avoir ça permet de montrer au client que tu es suivi, que tu as une assise, tu as une certaine crédibilité quelque part. Et c'est marrant, tu vois. On a vu le client et notre investisseur qui ont rigolé parce qu'ils ont candidaté au même appel à projet, même appel d'offres. Mais du coup, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je commence à creuser. Premier, deuxième appel d'offres, ça foire. Tu connais pas, t'as mal lu le cahier des charges. Et après, 6 mois, un an plus tard, tu commences à avancer, à progresser. Il y a une question très intéressante, je trouve. Lorsqu'Amazon vous passe une commande, comment vous gérez la pression psychologique ? Je ne sais pas à quel niveau la pression psychologique, c'est l'éditeur peut détailler. Mais je pense que la pression psychologique, c'est surtout quand Amazon ne passe pas de commande. Oui. Mais sinon, nous, on est très contents. Pas mal. Le process logistique est bien huilé, ça part. En plus, on est prime, donc il y a le lendemain. On attend juste le com. La pression psychologique, elle est au niveau des commandes. Non, mais je pense que la question, c'est de dire, voilà, c'est la commande d'un mastodonte. Donc voilà, quand on est une start-up, quand Amazon passe une commande, un truc à gérer, quoi. On est content parce qu'on se dit ça va être plus facile parce que nous la commande d'Amazon, clairement, elle a déclenché notre première levée de fonds, elle a déclenché le développement produit, elle a déclenché les prêts d'honneur, donc ça peut être que positif. Alors, quels sont tes plans futurs pour ton entreprise dans le domaine de la tech éducative ? Alors,
Je dirais qu'on a deux étapes. La première étape, c'est justement de travailler en co-construction avec les organismes de formation pour développer une solution qui leur ressemble. Et après, la deuxième étape, c'est, en fait, si je devais spoiler un peu ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner la force à n'importe quel organisme éducatif ou EdTech de se donner les moyens de devenir une EdTech. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que toutes les EdTech veulent lever de l'argent. On se rend compte que c'est soit pour créer du contenu, soit créer une plateforme, un outil numérique et engager des développeurs. Nous, on se sert en fait de ce qu'on a eu dans notre expérience personnelle, des besoins qu'on a eus, pour essayer de déployer quelque chose qui va utiliser le no-code. Notre plateforme, c'est vraiment des outils de création de contenu pédagogique pour permettre à n'importe qui dans le monde de faire baisser les coûts de production de contenu éducatif et après de démocratiser en fait la formation pro, surtout en VR avec la mise en situation professionnelle. Il y a de la concurrence sur le marché ? Il y a énormément de concurrence, mais on a un marché qui est gigantesque, qui fait 325 milliards l'année dans le monde. Tu as bien révisé ton pitch, hein ? Tu commences à maîtriser. Donc on est un peu rodé à ce niveau-là. Et alors, quand on est sur un marché aussi énorme avec autant de concurrence, c'est quoi les assets qu'il faut mettre en place pour... C'est la différenciation. Nous, par exemple, on est sur un marché du LMS où vous avez les mastodontes. Il y a aussi, par exemple, certains acteurs français comme 360 Learning, qui est une licorne. Donc, ils ont des assets, ils arrivent à travailler. Mais nous, comment on se différencie aujourd'hui ? On propose des parcours gamifiés, on propose de la VR, on propose des outils de création. Et du coup, ce sont des choses, en fait, qui se différencient du marché. Comment vous allez gérer la concurrence avec un Apple Vision, par exemple ? On n'est pas du tout sur le même créneau, dans le sens où, moi, la VR avec les casques, je la considère un peu, si tu veux, comme un outil qui est quand même assez onéreux, assez cher. Je pense qu'on a le temps de les voir venir, dans le sens où, il y en a pour 5 ans, même si ça va toujours très vite, comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, quand je vais voir une école et que je leur dis, Apple Vision, c'est $3 500. Moi, je suis 39 euros. Je suis à 39 euros. Certes, vous utilisez votre smartphone et je peux même... On ne fait pas de greenwashing, mais je peux dire qu'on fait de la VR éco-responsable parce qu'en fait, je vous donne accès à la VR, mais sans avoir à acheter un deuxième écran. Vous vous basez sur les devices existants, sur les téléphones. Et voilà. Et après, la problématique aussi de ces technologies, c'est qu'en fait, si tu veux, une technologie n'est pertinente que lorsqu'on a un cas d'usage qui s'y attaque. Et ce qui a peut-être fait notre succès, c'est qu'on n'a pas vendu des casques VR. On a vendu des casques VR avec un univers d'apprentissage, une pédagogie innovante, multisensorielle, avec un objectif. Et là, on propose une solution en VR, mais avec du contenu ou une capacité aux formateurs de créer des contenus qui leur ressemblent et qui répondent à leurs besoins. Et... comment tu vois l'avenir justement de cette réalité augmentée qui est un peu ton univers aujourd'hui ? Comment tu vois ça ? Si tu te projettes à 5 ans, 10 ans ? Bien heureux celui qui arrivera à déverrouiller le cadenas. Tu penses qu'il y a un cadenas ? Il y a un cadenas à l'utilisation massive. Ouais. Il faut déverrouiller justement... Tu peux faire confiance à Apple éventuellement pour le déverrouiller. Oui, mais là pour l'instant ils ont annoncé. Est-ce qu'il est sorti le casque ? Il n'est pas encore sorti. Le temps que ça... il y a encore un peu de temps. Mais on est sur une technologie de rupture. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. On entend parler d'intelligence artificielle. On a même nous-mêmes testé l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, OpenAI est arrivé. Il a déverrouillé le sujet. Après, ça fait 8 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Mais ils ont déverrouillé. Mais ça y est, maintenant, t'as un pitch deck, tu veux parler à des invests, t'as intérêt à mettre ChatGPT dans ton pitch deck, quoi, tu vois. Parce que ça apporte, c'est game changer, etc. Et du coup, que ce soit nous ou que ce soit un autre, on espère que ce soit nous, mais celui qui arrivera à faire en sorte que la VR arrive. Aujourd'hui, dans le paysage de la formation pro et de l'éducation, c'est devenu une évidence. La mise en situation pro, il y a des études scientifiques qui prouvent que la VR, ça a un impact vraiment exceptionnel sur la formation. Maintenant, la problématique, c'est le coût d'acquisition des casques et la capacité de déploiement. Parce que si je veux déverser ma formation sur 10 000 étudiants, il faut 10 000 casques. Et c'est là que c'est problématique. On parlait de vitesse tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, se lancer dans la tech avec le développement d'un produit tech, c'est pas un pari un peu fou tellement ça va vite ? Je crois que si tu n'as pas un minimum de folie, tu pourras jamais entreprendre. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, quand même, il faut avoir un beau grain, quoi.
Ça dépend. Franchement, moi, il y a un truc que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tous les jours, tu vas rencontrer des personnes différentes, etc. Je vais vous faire un peu de pub pour un ami qui a lancé un projet tech. Ils sont sur leur canapé en télétravail. C'est des devs, ils ont leur situation, ils bossent, ils ont lancé un projet. Ils sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas s'ils ont pris ChatGPT ou un autre modèle. Et ils te font la biographie de tes grands-parents. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est un biographe virtuel. Tu lui écris. Il faut même du speech to text, c'est-à-dire tu te poses avec ta grand-mère, tu passes 4 après-midi avec elle, tu t'envoies des audios comme ça, et ça te rédige une biographie, ça t'envoie un truc, un livre hardcover, etc., limite dédicacé. Mais là, il y a toujours des idées, en fait. Bien sûr. Non, mais là, en l'occurrence, on s'appuie sur un outil qui existe déjà, on crée une utilisation de cet outil, mais quand tu crées vraiment from scratch, en fait, un dev tech, là, t'es surtout pas à l'abri que quelqu'un d'autre soit en train de développer la même chose. Bien sûr. Après, les Américains, ils disent high risk, high rewards. Ça veut dire plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et si on devait revenir à 30 ans en arrière, je pense que celui qui avait vu Steve Jobs, j'ai vu juste le début de son film, je n'ai pas tout regardé, mais ça avait l'air d'être un sacré castor allumé. Castor allumé en Californie. Donc ouais, tu vois, c'est ça. En fait, si tu veux, une idée, de toute façon, c'est un concept, je ne sais plus c'est quel philosophe, je crois, du 19e siècle qui l'a dit, une idée, elle passe par 3 étapes. D'une part, elle est ridiculisée, en plus elle est combattue, et après ça devient une évidence. Et le business, justement, comme tu me disais, voir l'avenir, la VR, c'est celui, quand je dis péter le cadenas, j'aurais pu dire celui qui créera l'évidence. Ouais. Non, super. Merci beaucoup. Oui, une petite dernière question. On arrive à la fin. Vous êtes inspiré de votre vie personnelle avant de lancer votre jouet. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un jouet? Oui, c'est un jouet éducatif. En fait, il y a un truc qui est intéressant. Je ne sais pas si je ne vais pas déborder sur le temps. Je sais que je parle beaucoup, mais en gros, pas de souci. En fait, les experts en éducation, etc., neurosciences, dans la jeunesse, la petite enfance, ils ont dit un truc, c'est qu'en fait, si vous remarquez un enfant, tout son temps, il le transforme en jeu. Et c'est incroyable. Et du coup, là, je vais faire une deuxième dédicace. Tout à l'heure, j'ai dédicacé Philippe Regnault, mon collègue, mais là, je vais dédicacer Ahmed Belabbas, mon collègue CEO, qui a eu l'idée. C'est lui la boîte à idées de là. Moi, je suis un mec qui parle, lui, il fait. Là, il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Et donc, en gros, c'est lui qui a imaginé Mirabeau. Et Mirabeau, il l'a imaginé parce qu'il a vu sa fille qui passait son temps sur la tablette. Et lui... il était autodidacte. Il a eu un parcours exceptionnel. Si moi, je suis atypique, lui, c'est un extraterrestre. Il était technicien EDF, etc. Tu vois. Et il s'est mis dans le développement. Il a appris de lui-même à sa juste valeur. Et il voyait sa fille passer son temps sur la table. Il s'est dit, il faut que je fasse un truc utile, en fait, pour ma fille. Et quand il a regardé son parcours, il s'est dit, qu'est-ce qui m'a manqué ? C'est l'anglais. Aujourd'hui, pour être développeur, 60% des métiers en 2030, ils n'existent pas encore. Et si tu n'as pas l'anglais, tu es mort. Dans la tech, mais également dans le marketing et dans le business, etc. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée en démarrant cette interview, faut-il se réinventer en permanence quand on entreprend, oui ou non ? À mort. À mort. Redouane, merci d'être passé nous voir. C'était vraiment super intéressant. Merci. Tu reviens quand tu veux. On te souhaite plein de bonheur, plein de réussite dans ta levée de fonds. Merci. Et puis, j'ai bien aimé comment tu as dit, on ne peut pas entreprendre si on n'est pas un peu fou, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut se mettre dans la tête que le meilleur est à venir. Salut Redouane. Merci. À bientôt. Le 12-12 Game Changer.